Il a voyagé dans l'espace sous les traits de Han Solo, a fait claquer son fouet sous les traits d'Indiana Jones et a poursuivi des réplicants dans un avenir sombre. Il a également fait partie de la franchise Star Wars. On a dit de lui qu'il était inutile, et il maintient qu'il ne se soucie même pas de la célébrité, bien qu'il soit l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. L'énigmatique Harrison Ford, légende du cinéma, dont les controverses et les paradoxes sont tout aussi fascinants que les rôles emblématiques qu'il a joués, est photographié ici. Le parcours de Ford est tout sauf classique, d'un enfant tourmenté. Il est devenu un charpentier autodidacte, puis une vedette de blockbusters. Pour quelle raison a-t-il méprisé son rôle de Deckard dans le film Blade Runner? De quelle manière ces expériences traumatisantes ont-elles façonné sa personnalité aux multiples facettes? Et quel événement qui a failli lui coûter la vie a failli tout arrêter? Entrons dans le vif du sujet. Harrison Ford est né en 1942 à Chicago, dans l'Illinois, et ses débuts difficiles peuvent être attribués à sa ville natale. Sa mère, Dorothy Nittleman, est une ancienne actrice de radio qui se consacre à l'éducation de Harrison et de son jeune frère, Terrence. Son père, Christopher Ford, travaillait dans la publicité et sa mère, Dorothy Nittleman, était une actrice de radio. Du côté de son père, Harrison a hérité de sa lignée irlandaise, et du côté de sa mère, il a hérité de ses racines juives. La famille a un riche héritage, et Harrison hérite de ses deux origines. Dans un moment hilarant, il a fait de la remarque suivante. En tant qu'homme, je me suis toujours senti irlandais. En tant qu'artiste, j'ai toujours eu une identité juive. En outre, il a hérité du goût de son père pour les blagues, le whisky et les vêtements de qualité. Mais il possédait également une énergie toujours en mouvement qui l'empêchait de rester immobile. L'enfance que Harrison passe dans la banlieue de Chicago n'est pas nécessairement heureuse. Il préfère passer son temps à l'extérieur plutôt qu'en classe, et n'est pas un élève particulièrement brillant. Il avait du mal à s'intégrer à ses camarades et avait souvent l'impression d'être un paria. La situation ne s'est pas beaucoup améliorée lorsque sa famille a déménagé à Morton Grove en raison des exigences professionnelles de son père. Le cercle social de Harrison est resté limité et il a fait l'objet d'un harcèlement constant de la part des enfants du quartier. Ces événements lui donnent un sentiment d'aliénation et de paranoïa à l'égard des autres, caractéristiques qui contribueront plus tard à la formation de sa personnalité réservée et introvertie. Il était souvent le plus jeune enfant de sa classe, ce qui lui valut d'être victime de violences physiques et mentales de la part de ses camarades de classe. Ce sont les brutes qui le traînaient en haut d'une colline et le jetaient en bas, lui laissant plus de cicatrices mentales que de blessures physiques. Lorsqu'il était plus jeune, Harrison Ford ne s'intéressait guère au métier d'acteur, même s'il allait devenir une icône hollywoodienne. Il n'était ni l'enfant le plus populaire, ni un rat de bibliothèque. Il n'était rien de tout cela. Au contraire, il a trouvé le bonheur chez les scouts, jusqu'à atteindre le grade le plus élevé, celui d'Eagle Scout. Cette histoire sera ensuite abordée dans le film Indiana Jones et la dernière croisade, dans lequel une version plus jeune du protagoniste, Indiana Jones, est également un scout. Au cours de ses études secondaires, Ford a découvert qu'il était fasciné par la construction de trains miniatures. Il devient même le technicien de la station de radio de l'école pendant cette période. C'est d'autant plus vrai que son père s'est battu pour faire carrière en tant qu'artiste de vaudeville et DJ à la radio. Pour lui, le métier d'acteur est la chose la plus éloignée de ses pensées. Pour éviter de connaître les mêmes difficultés financières que son père, Ford ne veut pas suivre ses traces. Dans sa jeunesse, Ford a exercé divers emplois à temps partiel afin d'arrondir ses fins de mois. L'un de ses premiers emplois est celui de cuisinier sur un yacht. Il a appris à cuisiner tout seul en suivant des recettes, et il a même bravé une mer agitée tout en luttant contre le mal de mer pour préparer des repas pour l'équipage. C'était une expérience difficile, mais elle a montré la détermination et l'ingéniosité de Ford. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Ford s'inscrit au Ripon College dans le Wisconsin, principalement grâce aux encouragements de ses parents et à l'investissement financier qu'ils ont consenti pour sa formation. Il se spécialise en philosophie, mais n'est pas un étudiant particulièrement assidu. Pour augmenter ses chances d'obtenir son diplôme, il suit un cours d'art dramatique, sans savoir qu'il devra se produire sur scène. À cause de cet obstacle imprévu, Ford a été contraint d'affronter son angoisse de parler devant les autres. C'est en juin 1964 qu'il fait ses débuts sur scène dans une production étudiante du Three Penny Opera,
où il obtient le rôle de l'acteur principal. Il a été surpris de constater qu'il était dépendant. Tout à coup, il avait découvert quelque chose qui l'enthousiasmait vraiment. D'autre part, quelques jours avant la remise des diplômes, le malheur s'est abattu sur lui. C'est à cause de ses mauvais résultats scolaires qu'il a été renvoyé de l'université. Bien qu'il n'ait pas de diplôme, il a jeté son dévolu sur Los Angeles, considéré comme le centre de l'industrie cinématographique. Avant de se lancer dans cette aventure, il a mûrement réfléchi à deux choix importants. Mary Louise Marquardt, son amour de jeunesse, est sa future épouse, et il a l'intention de poursuivre ensuite une carrière dans la comédie. Bien que ces options soient fascinantes, il est pris d'effroi car il sait qu'elles seront impopulaires auprès de sa famille. C'est peu dire que l'arrivée de Ford à Los Angeles marque le début d'une histoire de princesse hollywoodienne. Malgré son apparence et le fait que son nom ne soit pas très glamour, il a du mal à trouver du travail dans l'industrie du spectacle. Tout en s'inscrivant à une école de théâtre, il fait des petits boulots comme livreur de pizza, menuisier ou barman pour joindre les deux bouts. La chance a souri à Ford lorsqu'il s'est vu proposer un poste au sein de la Williams Bay Repertory Company. Cela lui permet non seulement de se produire sur scène de manière professionnelle, mais aussi de rencontrer le très réputé professeur d'art dramatique William Fuchik, qui a déjà servi de mentor à des personnalités comme Paul Newman. Ford fait ses débuts dans le monde professionnel dans la pièce Take Her She's Mine, mise en scène par Fuchik. Cette expérience lui permet d'affiner ses compétences et d'acquérir une expérience essentielle. Après sa libération, Ford et Mary Louise décident d'officialiser leur relation. Ils échangent leurs vœux lors d'une petite cérémonie et passent leur lune de miel dans les coulisses du théâtre où Ford se produit. En reconnaissance de la promesse de Ford, Fuchik l'a aidé à obtenir une résidence dans l'État de Californie, préparant ainsi le terrain pour son déménagement final dans la région métropolitaine d'Hollywood. C'est dans une coccinelle Volkswagen que Ford a transporté sa femme et leurs biens lorsqu'ils ont atterri à Los Angeles. Pendant qu'il auditionne pour des rôles, il continue à faire des petits boulots, mais la concurrence est rude. Sa persévérance finit par payer lorsqu'un découvreur de talent le reconnaît, alors qu'il joue John Brown's Body et l'invite à tenter sa chance pour un rôle chez Columbia Pictures. Ford a la chance de décrocher un contrat de 7 ans avec le studio, qui lui promet un salaire hebdomadaire modeste et un certain nombre de petits boulots tout au long de la période. C'est au cours de cette période que Ford a pu obtenir la cicatrice reconnaissable qui se trouve sur son menton. Alors qu'il rentrait chez lui après avoir travaillé dans un grand magasin, il fut impliqué dans un accident de voiture avec un homme, ce qui lui valut une sévère coupure qui devint plus tard sa signature. Ford trouve que son travail au studio n'est pas facile. Il lui est difficile de gérer la politique interne et la pression continuelle pour se conformer. Le studio a même tenté de changer son nom et de lui donner un style similaire à celui d'Elvis Presley. Mais Ford a résisté avec succès à leurs efforts pour le façonner en quelque chose qu'il n'était pas. Le refus du studio est un coup dur pour Harrison, mais il n'est pas du genre à s'apitoyer sur son sort. L'occasion s'est présentée à lui comme une chance de recommencer à zéro et de prendre son destin en main. En peu de temps, il trouve une nouvelle agence et obtient un rôle dans le drame policier Dead Heat, qui sort en 1966. Cependant, sa première expérience sur grand écran n'est pas des plus agréables. Son interprétation d'un groom devenu escroc exaspère le patron du studio à tel point qu'il est convoqué au bureau et informé qu'il n'a aucune chance dans l'industrie du cinéma. Plus tard, Ford, avec l'humour qui le caractérise, a fait remarquer qu'il avait eu l'impression, à tort, qu'il allait jouer un groom plutôt qu'une star de cinéma. Ford a continué à travailler dur malgré cet échec initial, apparaissant dans divers films et émissions de télévision à la fin des années 1960, jouant des rôles secondaires dans un certain nombre d'entre eux. Il a joué dans des westerns bien connus comme Gunsmoke et The Virginian, ainsi que dans des drames criminels comme The FBI et Ironside. Cependant, il s'agissait principalement d'emplois si éphémères qu'ils passaient facilement inaperçus et ne mettaient pas vraiment le feu aux poudres. Tous les rôles qu'il a joués par la suite au cinéma ont été tout aussi oubliables. Et il y a eu un bref moment dans la comédie Love où il a frappé Jack Lemmon au visage. Et dans le western A Time for Killing, il a joué un petit rôle. Ces deux films sont sortis dans les années 1970. Columbia Pictures a pris la décision de le laisser partir après une succession d'échecs, alléguant qu'il ne possédait pas le talent nécessaire pour réussir à Hollywood. Ces rôles n'étaient pas vraiment des rôles de premier plan et,
Par conséquent, Columbia Pictures a décidé de le laisser partir. Cependant, Ford n'est pas encore prêt à abandonner et à s'avouer vaincu. Peu après, il signe un contrat avec Universal Pictures dans l'espoir d'avoir accès à des possibilités plus favorables grâce au programme de jeunes talents de la société. En revanche, les rôles qui lui sont proposés restent modestes et ne le satisfont pas, alors qu'il se rend compte qu'il doit trouver un moyen de subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit et comprend désormais 2 petits garçons. Il éprouve des sentiments de frustration et d'absence de reconnaissance. Ford prend alors une décision importante et met en veilleuse son désir de devenir acteur. Pour se procurer des revenus, il décide de devenir charpentier autodidacte, en se fiant à ses mains et à son ingéniosité. Bien qu'il s'agisse d'une profession modeste, elle lui permet d'assurer le bien-être financier de sa famille et lui donne la liberté de choisir les rôles qu'il interprétera dans sa carrière d'acteur. Il n'accepte rien de moins qu'un rôle important, mais attend plutôt qu'un rôle se libère sans tarder. Il ne faut pas longtemps à Ford pour que ses talents de menuisier soient très demandés à Hollywood. Il monte même des meubles pour le producteur Fred Roos. En plus de construire une scène pour un concert de Jim Morrison, un lit de bronzage pour l'actrice Sally Kellerman et un lit de bronzage pour lui-même. Grâce au succès de son entreprise, il a pu subvenir aux besoins de sa famille tout en poursuivant son intérêt pour le travail du bois. D'autre part, Ford n'a jamais cessé de poursuivre son objectif de devenir acteur, bien qu'il ait continué à prendre des cours de théâtre et à essayer de jouer des rôles. Il n'a jamais cessé de vouloir trouver l'occasion qui transformerait complètement sa vie. Malgré les difficultés rencontrées au début, Harrison Ford a finalement eu de la chance lorsqu'il a été présenté au producteur Fred Roos. Ce dernier, impressionné par la personnalité et le talent de Ford, accepte de lui donner une chance de faire un essai pour le prochain film American Graffiti, réalisé par George Lucas, au cours de sa vie professionnelle. Cette rencontre s'est avérée déterminante. Dans les années 1966, il est engagé dans un rôle secondaire, celui de Bob Falfa, un coureur de rue qui porte une chemise blanche et un chapeau de cow-boy. Cette apparence particulière est devenue célèbre dans l'industrie cinématographique. En revanche, les détails de la relation entre Ford et Lucas restent obscurs. On a supposé que Ford avait en fait construit une armoire en bois sur mesure pour Lucas, démontrant ainsi son expertise en menuiserie et attirant l'attention du réalisateur. Sur le tournage de The French Connection, où Ford travaillait comme charpentier, Lucas aurait été subjugué par le charisme et le talent de Ford, selon les dires de certaines personnes. La vie professionnelle de Ford a été modifiée de manière significative à la suite de leur rencontre, quelle que soit la réalité. Le film American Graffiti, qui se déroule au début des années 1960 et qui est un drame sur le passage à l'âge adulte, a connu un énorme succès. Le film a été salué comme un pionnier dans le genre des comédies pour adolescents, et le public a été captivé par la fraîcheur et l'originalité de sa narration. Le succès du film au box-office, qui a rapporté plus de 200 millions de dollars pour un budget de seulement 775 000 dollars, a consolidé sa place parmi les projets hollywoodiens les plus rentables de l'époque. Il a même remporté de nombreuses récompenses, dont 5 nominations aux Oscars et 2 Golden Globes. Après son rôle dans American Graffiti, Ford est inondé d'offres, mais aucune ne semble lui convenir. En 1974, il accepte un petit rôle dans le thriller policier The Conversation de Francis Ford Coppola. Le rôle, initialement décrit comme celui d'un jeune homme, a été écrit spécifiquement pour Ford après qu'il ait manqué un autre rôle. Toujours soucieux d'apporter sa touche personnelle, Ford demande au costumier de dépenser 900 $ pour un costume Brioni unique, afin de donner à son personnage une allure distincte. Il a même suggéré à Coppola que son personnage pourrait être homosexuel, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de complexité au rôle. Mais malgré ses efforts, la carrière de Ford continue de piétiner. Il décroche des rôles mineurs dans des films comme Love et A Time for Killing, mais aucun d'entre eux ne le propulse vers la célébrité. En 1969, les studios Universal le retirent de leur contrat, invoquant un manque de talent. C'est un coup dur. Mais Ford n'abandonne pas. Il se remet à la menuiserie, utilisant ses compétences pour subvenir aux besoins de sa famille, tout en attendant que l'occasion d'être acteur se présente. Malgré les échecs et les déceptions, Ford n'a jamais perdu sa passion pour la comédie. Il a continué à croire en lui et en son talent, sachant qu'un jour, la chance tournerait, et il avait raison.
In 1977, la carrière de Harrison Ford a fait un bond galactique en avant lorsqu'il a décroché le rôle de Han Solo dans l'opéra spatial de George Lucas. La guerre des étoiles. Ce n'était pas n'importe quel rôle. C'était de l'occasion de participer à un phénomène culturel, un film qui changerait à jamais le paysage cinématographique. Mais obtenir le rôle du pilote spatial espiègle n'a pas été une promenade de santé. Ford a dû faire face à une concurrence acharnée de la part d'autres poids lourds d'Hollywood tels que Burt Reynolds, Al Pacino, Jack Nicholson et Christopher Walken. Il est incroyable de penser à quel point le film aurait pu être différent si Lucas n'avait pas choisi Ford. Pouvez-vous imaginer le sourire de Joker de Nicholson aux commandes du Faucon Millennium? Il est intéressant de noter que le personnage de Han Solo n'a pas toujours été la charmante canaille que nous connaissons et aimons. À l'origine, Lucas l'avait imaginé comme un gros extraterrestre vert dépourvu de nez. Il a même envisagé de faire de Solo un homme noir. Mais finalement, il s'est inspiré de Francis Ford Coppola, un autre cinéaste, pour créer le personnage emblématique que nous connaissons aujourd'hui. Une rumeur circule même selon laquelle Ford n'était pas du tout pressenti au départ pour le rôle de Solo. Il était censé aider Luca à lire les répliques lors des auditions pour le rôle de la princesse Leia. Mais après des mois à lire les mêmes répliques encore et encore, Ford en a eu tellement marre qu'il a commencé à improviser et à ajouter ses propres remarques sarcastiques. C'est cet esprit rebelle et ces plaisanteries pleines d'esprit qui ont attiré l'attention de Luca, et le reste appartient à l'histoire. L'interprétation de Han Solo par Ford était un mélange parfait de charme, d'esprit et de cynisme. Il a insufflé une énergie unique au personnage, le rendant à la fois sympathique et énigmatique. L'une des scènes les plus mémorables du film est l'échange entre Han Solo et la princesse Leia, au cours duquel il répond à cette dernière, après qu'elle lui a avoué son amour. Cette réplique emblématique a été improvisée par Ford, qui estimait que la réponse originale ne correspondait pas à la personnalité du personnage. Malgré la popularité du personnage, Ford n'était pas un fan de Han Solo. Il le trouvait aussi bête qu'une souche et ne voyait pas beaucoup de place pour le développement du personnage. Il a même demandé à Luca de tuer Solo dans le dernier film de la trilogie originale, pensant que cela ajouterait de la profondeur et de la finalité à l'histoire. Mais Lucas a refusé, craignant que la mort d'un personnage adoré ne nuise aux ventes de jouets. Malgré le succès de Star Wars, la carrière de Harrison Ford n'a pas immédiatement explosé. Il a continué à jouer des rôles secondaires dans des films comme le drame de guerre Force 10 from Navarone en 1978. La production du film a connu des problèmes, et Ford lui-même n'était pas satisfait de son rôle, se sentant déconnecté de l'histoire. Ce fut un échec commercial, laissant Ford frustré et remettant en question ses choix. Mais l'année suivante, 1979, apporte de nouvelles opportunités. Ford retrouve Francis Ford Coppola pour un petit rôle dans le film de guerre épique Apocalypse Now. La production a été notoirement difficile, mais le film a remporté 2 Oscars et est devenu un classique culte. C'est un pas dans la bonne direction pour la carrière de Ford. Il décroche également un rôle principal dans le drame de guerre romantique Hanover Street, remplaçant Kris Kristofferson, qui s'était désisté. Malgré l'opportunité de tourner des scènes d'amour, chose pour laquelle il manquait d'expérience. Ford a admis plus tard qu'il avait détesté faire ce film et qu'il le considérait comme une erreur. Le film est un échec au box-office, ne rapportant que 1,5 million de dollars. Ensuite, Ford a joué un autre rôle principal dans le western The Frisco Kid, aux côtés de Gene Wilder. Il y incarne un charmant braqueur de banque au cœur d'or, un personnage initialement prévu pour John Wayne. Malheureusement, le film ne rencontre pas le succès escompté auprès des critiques, qui trouvent l'intrigue sous-développée et le ton comique incohérent. Ford est ensuite revenu en terre inconnue avec la suite More American Graffiti. Bien que le film n'ait pas connu le même succès que l'original, il lui a permis de revisiter le personnage de Bob Falfa et de renouer avec la nostalgie des années 1960. Ces années ont été mitigées pour la carrière de Ford. Il connaît des déceptions et des échecs, mais il a aussi l'occasion de travailler avec des réalisateurs talentueux et d'explorer des genres différents. En 1982, la carrière de Harrison Ford prend un tournant futuriste avec le classique de science-fiction Blade Runner. Le film, réalisé par Ridley Scott, est basé sur le roman de Philip K. Dick do Android's Dream of Electric Sheep. Il explore les questions existentielles de ce que signifie être humain dans un monde dystopique rempli d'intelligence artificielle. Le processus de casting pour le rôle principal de Rick Deckard a été intense.
avec de grands noms comme Dustin Hoffman, Gene Hackman et Clint Eastwood en lice pour le rôle. Mais grâce à la recommandation de Steven Spielberg, qui avait travaillé avec Ford sur Les Aventuriers de l'Arche perdue, le rôle a été attribué à Harrison Ford. C'était l'occasion pour Ford de montrer ses talents d'acteur dramatique, et il était intrigué par les thèmes complexes du film. Philip K. Dick, l'auteur du roman, était ravi du choix de Ford. Il a même déclaré que Ford incarnait le personnage de Deckard mieux qu'il n'aurait pu l'imaginer, apportant un sentiment de réalisme et d'authenticité au rôle. Le processus de tournage n'a cependant pas été sans difficulté. La plupart des scènes ont été tournées de nuit dans un studio, et Ford a décrit cette expérience comme éreintante. Il était également frustré par le manque d'action de son personnage, ayant l'impression de jouer un détective qui ne faisait aucune détection. La production a été compliquée par le style de réalisation exigeant et méticuleux de Ridley Scott. Il était en conflit avec tout le monde sur le plateau. Des acteurs à l'équipe de tournage, des acteurs à l'équipe de tournage. Le perfectionnisme de Scott et son aversion pour les répétitions ont créé une atmosphère tendue, les acteurs se sentant stressés et peu appréciés. Les conflits sur le plateau ne se limitaient pas à Scott et aux acteurs. L'équipe de tournage s'en est également mêlée. La tension était telle que certains membres de l'équipe ont même porté des t-shirts portant la mention « Will Rogers n'a jamais rencontré Ridley Scott », en référence à la célèbre citation de Rogers « Je n'ai jamais rencontré un homme que je n'aimais pas ». Il s'agissait d'un clin d'œil subtil à la nature exigeante de Scott et à sa tendance à se heurter à ceux qui l'entourent. Malgré le drame qui s'est déroulé en coulisses, Blade Runner est finalement sorti en salle. Mais le succès n'est pas immédiat. Les spectateurs ont été déroutés par l'intrigue complexe et la fin ambiguë du film, et le studio a exigé des changements. Il voulait une fin plus heureuse et plus de voix off pour expliquer les choses. La pilule est dure à avaler pour Scott, mais il doit faire des compromis pour que le film sorte. Malheureusement, malgré les changements, Blade Runner a fait un flop au box-office. Les critiques sont divisées, certains louant les images et l'atmosphère du film, tandis que d'autres le trouvent prétentieux et lent. Le grand public, qui s'attendait à un film d'action typique, a également été déçu. Il faudra des années pour que Blade Runner obtienne la reconnaissance qu'il mérite en tant que classique culte et œuvre cinématographique révolutionnaire. Après la débâcle de Blade Runner, la carrière de Harrison Ford est entrée dans une phase plus calme. Il travaille encore sur divers projets, mais aucun ne sort vraiment du lot. Mais en 1985, il se fait remarquer en jouant le rôle principal dans le thriller Witness, réalisé par Peter Weir, le film, qui raconte l'histoire d'un policier qui protège un jeune Amish témoin d'un meurtre, s'éloigne des rôles de science-fiction habituels de Ford. Ford était impatient de relever le défi et a même passé du temps avec la police de Philadelphie pour se préparer à son rôle. La collaboration entre lui et Weir est si bonne que Ford accepte de jouer dans le projet suivant de Weir, The Mosquito Coast, la côte des moustiques. Il s'agit d'un moment charnière dans la carrière de Ford, qui prouve qu'il peut exceller aussi bien dans des rôles dramatiques que dans des films d'action et d'aventure. Witness a été un succès critique et commercial, avec 8 nominations aux Oscars et 2 victoires. Bien qu'American Graffiti n'ait pas été un grand succès, cela n'a pas entamé le moral de Harrison Ford. En fait, sa performance lui a valu les éloges des critiques qui ont reconnu son talent au-delà des limites de la franchise Star Wars. Cette reconnaissance lui ouvre les portes de nouvelles opportunités, et il décroche bientôt le rôle principal dans Witness, un thriller de 1985 où il incarne un policier protégeant un jeune Amish qui a été témoin d'un meurtre. Le film est un succès critique et commercial et vaut à Ford sa première nomination à l'Oscar du meilleur acteur. L'année suivante, il retrouve le réalisateur Peter Weir pour The Mosquito Coast. Mais ce drame d'aventure, malgré 2 nominations aux Golden Globes, ne rencontre pas le même succès au box-office. Cela a conduit à une pause de 2 ans pour Ford, après laquelle il est revenu avec 2 rôles principaux importants. En 1988, il est à l'affiche de Frantic de Roman Polanski, dans lequel il incarne un chirurgien américain qui recherche désespérément sa femme kidnappée à Paris. Malgré des critiques positives, le film n'a pas eu de bons résultats financiers. Cependant, le projet suivant de Ford, Working Girl, 1988, réalisé par Mike Nichols, est une autre histoire. Cette comédie romantique, avec Melanie Griffith et Sigourney Weaver, est un succès critique et commercial, qui lui vaut 6 nominations aux Oscars
et consolide le statut de Ford en tant qu'acteur principal. Sa carrière remise sur les rails. Ford continue à travailler régulièrement à la fin des années 80 et au début des années 90. En 1990, il joue dans le thriller juridique Presumed Innocent, dans lequel il incarne un procureur soupçonné d'avoir assassiné sa maîtresse. Le film a connu un énorme succès, rapportant plus de 221 millions de dollars dans le monde entier. Ford a ensuite fait équipe avec le réalisateur Philip Noyce pour le thriller politique Patriot Games, 1992, basé sur le roman de Tom Clancy. Il y incarne l'analyste de la CIA Jack Ryan, un rôle qui deviendra l'un de ses personnages les plus emblématiques. Le film, qui fait suite à La chasse à l'Octobre rouge, est un succès au box-office et rapporte 168 millions de dollars. Pendant le tournage, Ford a même accidentellement frappé son partenaire Sean Bean au visage avec une ancre de bateau, lui laissant une cicatrice au-dessus de l'œil. 2 ans plus tard, Ford reprend son rôle de Jack Ryan dans Danger, 1994. Cette suite a connu un succès encore plus grand que son prédécesseur, rapportant 215 millions de dollars et obtenant 2 nominations aux Oscars. Après Blade Runner, Harrison Ford poursuit sa carrière d'acteur avec un mélange de succès et d'échecs. En 1993, il a joué dans Le Fugitif, un film d'action palpitant dans lequel il incarnait le Dr. Richard Kimball, un homme accusé à tort du meurtre de sa femme. Le film a connu un énorme succès, rapportant plus de 368 millions de dollars dans le monde entier et s'attirant les louanges de la critique pour la performance de Ford. Les critiques ont salué la capacité de Ford à dépeindre le désespoir et la détermination de Kimball alors qu'il échappe aux autorités et recherche le véritable meurtrier. Desson Howe, critique au Washington Post, a écrit que Ford était le scénariste idéal pour le projet. Avec sa prestance de beau gosse rustre, il a déclaré qu'il était très amusant d'écrire avec lui alors qu'il courait contre la montre pour laver son nom. Avec ce succès, Ford atteint un stade de sa carrière où il peut être plus sélectif quant à ses rôles. Il choisit des projets qui l'intéressent, plutôt que d'accepter tout ce qui se présente à lui. En 1997, Ford a joué aux côtés de Brad Pitt dans The Devil's Own, un drame sur un agent de l'IRA qui se cache à New York et se lie d'amitié avec un policier qui ne se doute de rien. Le film explore les thèmes de la loyauté, de la trahison et du conflit entre le devoir et les relations personnelles. Malgré un budget considérable de 90 millions de dollars, le film a à peine atteint le seuil de rentabilité, rapportant 140 millions de dollars au box-office. Mais le projet suivant de Ford, Air Force One 1997, a connu un succès retentissant. Dans ce thriller d'action, il incarne le président des États-Unis luttant contre des terroristes qui ont détourné Air Force One. Gary Oldman jouait le rôle du méchant Igor Korshunov, et les 2 acteurs avaient une telle alchimie que Ford a dit plus tard qu'Oldman était son adversaire préféré à l'écran. Il est intéressant de noter que le rôle du président avait été écrit à l'origine pour Kevin Costner, mais que celui-ci l'a refusé et a recommandé Ford à la place. Avant le début du tournage, les acteurs et l'équipe ont eu la rare opportunité de visiter le véritable Air Force One, grâce à l'influence et aux relations de Ford. Air Force One a fait un tabac au box-office, rapportant 37 millions de dollars lors du week-end d'ouverture et plus de 315 millions de dollars dans le monde entier. Il a même dépassé Men in Black au box-office, devenant ainsi le film d'action le plus rentable de l'année. Les critiques ont fait l'éloge des sensations fortes et du suspense du film, Rolling Stone le qualifiant d'escapade supérieure et d'acte de classe. Même le président Bill Clinton, qui était en fonction à l'époque, a apprécié le film, bien qu'il ait fait remarquer que le véritable Air Force One n'avait pas les mêmes fonctions d'évasion que celui du film. Air Force One a été nommé pour 2 Oscars et a remporté plusieurs autres prix, dont les ASCAP Top Box Office Films Award. Le nouveau millénaire a apporté des fortunes diverses à la carrière de Harrison Ford. En 2000, il a joué dans le thriller surnaturel What Lies Beneath, dans lequel il incarne un mari apparemment parfait qui cache un sombre secret. Si le film s'est bien comporté sur le plan financier, rapportant 241 millions de dollars dans le monde entier, les critiques ont été moins enthousiastes. Certains l'ont trouvé trop long et peu convaincant, mais la performance de Ford dans le rôle du sinistre Norman Spencer a été saluée pour son intensité glaçante. Vient ensuite une série de déceptions au box-office, K-19,
The Widowmaker, 2002. Hollywood Homicide, 2003. Firewall, 2006. At Crossing Over, 2009. Malgré ses échecs, Ford est resté une présence charismatique à l'écran, ses performances étant toujours marquées par l'intensité et le charme discret qui le caractérisent. Il s'est même moqué de lui-même en apparaissant dans la comédie Bruno, montrant ainsi sa volonté d'accepter l'humour d'autodérision. En 2010, Ford a joué aux côtés de Brendan Fraser et Kerry Russell dans le drame médical Extraordinary Measures. Il y incarne un scientifique bourru qui court contre la montre pour trouver un remède à une maladie rare qui affecte ses enfants. Si la performance de Ford a été bien accueillie, le film lui-même n'a pas impressionné les critiques et le public, le qualifiant d'adapté à la télévision plutôt qu'à une expérience cinématographique. La comédie romantique Morning Glory, 2010, a connu un sort un peu plus enviable. Ford y tient un rôle secondaire, celui d'un présentateur de journaux grincheux contraint de prendre sa retraite pour co-animer une émission matinale en perte de vitesse. Son interprétation a été saluée pour son esprit et son charme, démontrant sa capacité à briller même dans un petit rôle. De manière surprenante, Ford est revenu au genre de la science-fiction en 2011 avec Cowboys et Aliens, un film aux accents de western. Il y incarne un colonel dur à cuire qui dirige un groupe de cowboys et d'Amérindiens contre une invasion extraterrestre. Le film, dont Daniel Craig est le co-vedette, est un mélange unique de genres, mais son budget élevé et les critiques mitigées ont conduit à une performance décevante au box-office. Un autre film de science-fiction, Ender's Game 2013, a connu le même sort. Ford incarne le colonel Hiram Graff, commandant d'un programme d'entraînement militaire pour les enfants chargé de sauver la Terre d'une menace extraterrestre. Bien que le film ait bénéficié d'effets visuels époustouflants, il a été critiqué pour son intrigue superficielle et ses personnages sous-développés. Cependant, au milieu des échecs de la science-fiction, Ford a trouvé le succès dans le drame biographique 42. Il y incarne Branch Rickey, le dirigeant qui a brisé la barrière de couleur du baseball en recrutant Jackie Robinson. La performance de Ford a été saluée pour sa représentation nuancée d'un personnage complexe et déterminé, prouvant qu'il pouvait encore offrir des performances puissantes dans des histoires significatives. Alors que l'étoile d'Harrison Ford continue de monter à Hollywood, sa vie personnelle connaît également des turbulences. Son mariage avec Mary Marquardt s'effondre, alimenté par des rumeurs d'infidélité et par sa célébrité croissante. Alors qu'il avait d'abord été perçu comme un personnage un peu ennuyeux, sa réputation d'homme sauvage s'est accrue après que sa liaison avec Carrie Fisher a été révélée au grand jour. En 1979, après 15 ans de mariage, Harrison et Mary divorcent. Malgré la séparation, ils sont restés en bons termes et Ford a continué à soutenir son ex-femme. Mary a même reconnu son soutien indéfectible dans les moments les plus sombres de sa vie. Cependant, Ford n'est pas resté longtemps célibataire. En 1983, il rencontre la scénariste Melissa Matheson, et tous deux tombent rapidement amoureux. Ils se sont mariés et ont eu 2 enfants, un fils nommé Malcolm et une fille nommée Georgia. Ford et Matheson partagent une passion pour la nature et l'aventure. Ils achètent même un terrain dans le Wyoming et y construisent une maison. Mais à la fin des années 1990, leur mariage a commencé à s'effriter. Des rumeurs circulent sur les liaisons de Ford avec diverses actrices, dont Laura Flynn Boyle, Wendy Crewson, Robin Wright et Minnie Driver. Dans un premier temps, Ford a nié ces rumeurs, mais lorsque des photos scandaleuses ont fait surface, il a été contraint d'admettre son infidélité. Leur mariage s'est finalement soldé par un divorce coûteux en 2004. Ford versant à Matheson la somme faramineuse de 85 millions de dollars et lui offrant leur manoir au bord de l'océan. Malgré ce coup dur financier, le couple se serait séparé à l'amiable, Matheson ne gardant aucune rancune à l'égard de son ancien mari. Depuis, Ford a retrouvé l'amour auprès de l'actrice Callista Flockhart, rencontrée aux Golden Globes en 2002. Ils se sont mariés en 2010 et ont un fils ensemble. Flockhart partage la passion de Ford pour l'aviation, et le couple vit souvent des aventures ensemble dans ses avions de collection. Cependant, l'amour de Ford pour le vol a également conduit à des incidents dangereux. En 2015, il a écrasé un avion de collection de la Seconde Guerre mondiale sur un terrain de golf, subissant de graves blessures. L'accident l'a obligé à réévaluer sa vie et à donner la priorité au bien-être de sa famille. Malgré cette expérience de mort imminente, Ford a continué à voler, bien que sa femme ne se joigne plus à lui pour des vols dans des avions de collection. Il a également frôlé la mort à plusieurs reprises.
notamment en atterrissant accidentellement sur une voie de circulation au lieu d'une piste d'atterrissage et en croisant la route d'un Boeing 727 alors qu'il pilotait un jet privé. Ces incidents, bien qu'embarrassants, n'ont pas entamé sa passion pour l'aviation. Même avec 2 décennies d'expérience à son actif, la carrière d'Harrison Ford a connu des hauts et des bas. En 1982, il joue dans Blade Runner, un film de science-fiction devenu iconique, réalisé par Ridley Scott. Mais la production a été un cauchemar, avec des conflits entre Scott et les acteurs et l'équipe, y compris Ford lui-même. Ford n'aimait pas son personnage, Rick Deckard, et trouvait l'expérience frustrante. Malgré le drame qui s'est déroulé en coulisses, le film est devenu un classique culte, suscitant des débats sur la véritable nature de Deckard, débats qui se poursuivent encore aujourd'hui. Après Blade Runner, la carrière de Ford a connu une période plus calme avec quelques films moins remarquables. Mais en 1985, il rebondit avec Witness, un thriller acclamé par la critique qui lui vaut sa première nomination aux Oscars. Il recommande même le réalisateur Peter Weir pour ce projet. Et leur collaboration est si fructueuse que Ford accepte de jouer dans le film suivant de Weir, The Mosquito Coast. Malheureusement, The Mosquito Coast a fait un flop au box-office, malgré 2 nominations aux Golden Globes. Ce revers a conduit à une pause de 2 ans pour Ford, après quoi il est apparu dans 2 films entièrement Frantic at Working Girl, Dan's Frantic. Il incarne un médecin américain à la recherche de sa femme kidnappée à Paris. Le film a reçu des critiques positives, mais n'a pas eu de succès au box-office. Working Girl, en revanche, a été un succès. A obtenu 6 nominations aux Oscars et a mis en valeur le côté comique de Ford. À partir de là, Ford maintient un rythme régulier, jouant dans un film par an jusqu'à la fin des années 90. Parmi les projets les plus marquants, Titans Presumed Innocent, 1990, dans lequel il incarne un procureur soupçonné de meurtre, et les films Patriot Games et Clear and Present Danger, dans lesquels il incarne l'analyste emblématique de la CIA, Jack Ryan. Ces thrillers bourrés d'action ont été des succès au box-office et ont consolidé le statut de Ford en tant que star de l'action. En 1993, Ford a joué dans Le Fugitif, une autre superproduction qui suivait l'histoire d'un médecin en fuite après avoir été accusé à tort d'un meurtre. Ford était déterminé à obtenir le rôle, non seulement parce qu'il voulait jouer un personnage différent de lui-même, mais aussi parce qu'il voulait enfin se laisser pousser la barbe à l'écran. Le film a connu un énorme succès, rapportant 368 millions de dollars dans le monde entier. Et il a même inspiré une phrase populaire « Je n'ai pas tué ma femme ». Malgré son succès, il n'était pas toujours facile de travailler avec Ford. Il pouvait se montrer grincheux et de mauvaise humeur lors des interviews, recourant souvent à des remarques sarcastiques et à des réponses en un seul mot. Mais cela ne l'a pas empêché d'être une figure aimée et respectée à Hollywood. En 2008, Ford est revenu dans l'univers de Star Wars dans Les Réveils de la Force, reprenant son rôle emblématique de Han Solo. D'abord réticent à l'idée de revenir dans la franchise, il s'est laissé convaincre par la vision du réalisateur J.J. Abrams. Cette fois-ci, Solo a connu une fin tragique, se sacrifiant pour sauver son fils. Cependant, Ford reviendra brièvement dans le dernier volet de la trilogie, The Rise of Skywalker, sous la forme d'un souvenir. En 2012, Ford a joué dans The Call of the Wild, un film d'aventure basé sur le roman classique de Jack London. Il y incarne John Thornton, un prospecteur vieillissant qui se lie d'amitié avec un chien nommé Buck. Ford a relevé le défi de jouer un personnage plus âgé, déclarant « J'aime jouer un vieil homme. Si je ne m'amusais pas, j'arrêterais de le faire. » Le film met en scène un Buck créé numériquement, dont les mouvements et les expressions faciales sont basés sur ceux de l'acteur de capture de mouvement Terry Notary. Ford s'est même laissé pousser la barbe pour le rôle, aux grandes dames de sa femme. Le dévouement de Ford à son métier et sa passion pour les nouveaux défis n'ont pas faibli avec l'âge. En 2022, il a joué dans la série télévisée Western 1923-1, une préquelle de la populaire série Yellowstone. Il y incarne Jacob Dutton, le patriarche de la famille Dutton, un rôle qui explore les thèmes de l'héritage, de la famille et des dures réalités de la vie au début du 20e siècle. Ford a été attiré par la profondeur émotionnelle de la série et par les rebondissements inattendus du scénario. Un an plus tard, en 2023, Ford a troqué son chapeau de cowboy contre une blouse de thérapeute dans la série comique Shrinking.
diffusé sur Apple TV+. Il y incarne le Dr. Paul Rhodes, un thérapeute expérimenté à l'esprit vif qui sert de mentor à un collègue plus jeune confronté à une perte personnelle. La performance de Ford a été saluée pour son humour et sa chaleur, montrant une facette différente de l'acteur généralement stoïque. En plus de ses projets, Ford devrait apparaître dans les prochains films de Marvel. Captain America, New World Order et Thunderbolts, dans le rôle de Thaddeus Thunderbolt Ross. Ce nouveau chapitre passionnant de sa carrière montre que, même à 80 ans, Harrison Ford est toujours prêt à relever de nouveaux défis et à explorer des genres différents. Tout au long de sa carrière, Harrison Ford a été un personnage complexe et énigmatique, tant à l'écran qu'en dehors. Il est connu pour son humour pince sans rire, son esprit rebelle et son dévouement à son métier. Il a incarné des personnages emblématiques qui ont inspiré des générations entières. Et sa volonté de repousser les limites et d'essayer de nouvelles choses a fait de lui une véritable légende hollywoodienne.